Water is the element of change. The people of the water tribe are capable of adapting to many things. They have a deep sense of community and love that holds them together through anything. Le premier chapitre de l'histoire porte bien son nom, car celle-ci s'ouvre au pôle sud et se conclut au pôle nord, les deux territoires rattachés aux tribus de l'eau. La première, celle du sud, qui nous introduit les personnages de Katara et Sokka, s'inspire beaucoup graphiquement de la culture inuit et yupik, éparpillée et aux conditions de vie difficiles. En revanche, leur ethnie et peau sombre semblent plus évoquer des Indiens que les tribus polaires de notre monde. Mais on pourrait dire que cela permet de mettre une certaine distance quant à la façon dont va être décrit les mœurs et les coutumes de ces tribus, car elles ne seront pas toujours des plus fidèles à celles des Inuits. Quant à la tribu du Nord, où se déroulera l'acmé de la première saison, elle est encore plus éloignée que sa sœur de cette culture, de par son architecture impressionnante, qui n'est pas sans rappeler Venise, et sa puissance militaire faisant d'elle une place forte capable de maintenir l'armada de la Nation du Feu à distance. Ironiquement, les noms du Nord ont une sonorité plus inuite que ceux de la tribu du Sud. Le secret de la grandeur de cette tribu passe par la maîtrise de l'eau comme moyen d'affirmer une puissance qui ne peut être ignorée. Une cité imprenable où l'élément est utilisé dans l'architecture, les mécanismes, la médecine, le militaire, etc., etc. La culture, que cela soit la structure sociale ou la mentalité de la tribu du Nord, sont également propres à la série. Une sorte d'amalgame de culture inuite et occidentale basée avec, en fondement, un système patriarcal fort, où des rôles sociaux sont préétablis selon le sexe de la personne, là où les véritables cultures inuites et yupik sont plus souples en règle générale. J'en veux pour preuve que bien que les yupik attribuaient aux hommes et aux femmes des rôles dès leur plus jeune âge, les femmes apprenant aux jeunes filles à coudre, faire la cuisine, tisser, les garçons vivaient avec leur mère jusqu'à l'âge de 5 ans puis allaient vivre à l'extérieur. Tous les hivers, pour une durée allant de 3 à 6 semaines, les garçons et les filles commutaient et les hommes apprenaient aux filles les techniques de survie, de chasse et la fabrication d'outils, alors que les femmes apprenaient aux garçons à coudre et à cuisiner. Nous pourrions extrapoler que c'est une culture similaire qui régit la tribu du Sud. Après tout, il y a 100 ans, il y avait bel et bien des femmes maîtres de l'eau. Mais Sokka possède des préjugés très sexistes alors qu'il est originaire de la tribu du Sud. Peut-être que les mœurs du Sud ont évolué avec les conditions de vie difficiles. Mais ce choix d'un pouvoir patriarcal fort est sans doute motivé pour donner un aspect traditionnaliste, voire rétrograde à la civilisation de l'eau. Ce qui se traduit pour nous occidentaux par une société patriarcale oppressante. Cela nous parle plus, mais demeure une dépiction inexacte de la culture adaptée. Pour revenir au rapport avec l'eau, les tribus en sont pleinement dépendantes, à l'image du désert qu'est le sud privé de maître et de la force du nord qui en est rempli. L'eau n'est pas une inspiration spirituelle, à l'inverse du vent et des nomades, mais serait plutôt d'ordre pratique. Le peuple s'étant adapté à son élément comme il s'est adapté aux conditions de vie difficiles d'un environnement que l'homme est incapable de dompter. En cela, elle est l'opposé de la nation du feu, qui, elle, s'est donné pour but de dominer leur élément. Quant à leur maîtrise, elle se traduit par des mouvements d'accompagnement du flux, de direction, et ce sans agressivité, empruntée au tai chi. Elle est plus assimilable à une danse ou à du yoga qu'à un art martial au sens strict, mais elle rend compte de la faculté de la tribu de l'eau à accepter la nature qui l'entoure et de vivre en osmose avec elle. Earth is the element of substance. The people of the Earth Kingdom are diverse and strong. They are persistent and enduring. Nous voilà dans le lieu de prédilection du chapitre 2, le royaume de la Terre, qui est le plus vaste dans le monde d'Avatar et qui est le théâtre principal de l'intrigue. De par sa taille, il possède plusieurs cultures et même plusieurs types de gouvernements, que ce soit une fédération pour les grandes villes, comme Omashu ou Gaoling, ou un pouvoir constitutionnel tenu par un gouvernement sur l'île de Kyoshi. Chacun de ces lieux garde une certaine forme d'indépendance, malgré le fait que le royaume soit censé être dirigé par un roi, formant ainsi une monarchie constitutionnelle.
Malheureusement, le contre-coup de cette grande superficie, c'est que beaucoup de villages se retrouvent isolés et sont sujets à la pauvreté et au pillage. Seules les grandes villes sont pourvues d'un certain niveau de protection qui se fait rare aux endroits pauvres et en période de guerre contre la Nation du Feu. Cette disparité entraîne un contraste dans les niveaux de vie comme la ville de Gaolin, avec les riches d'un côté et les pauvres de l'autre. C'est en cela que la capitale Ba Sing Se illustre parfaitement cette rupture sociale allant jusqu'à dresser un mur entre la population riche et pauvre. Voyons ça comme la Grande Muraille, rencontre Donald Trump vue par un marxiste. Une problématique qui sera reprise et exploitée dans Korra, mais on y reviendra. Comme indiqué par le nom des villes, à l'exception de l'île Kyoshi, et la muraille autour de la capitale, l'influence principale du royaume de la Terre est la Chine. Cela s'observe aux vêtements, à l'architecture, au traitement du territoire et à la structure politique de Ba Sing Se. Le roi Kue porte une tenue inspirée du Chaofu, un habit cérémonial porté par les empereurs mandchous de la dynastie Qing. Sa situation est aussi assez similaire à celle de Puyi, le dernier empereur de Chine. Les deux sont devenus empereurs très jeunes et se sont retrouvés cloisonnés dans leur palais. Pour en revenir au royaume, il est caractérisé par sa population variée, son commerce et son régime militaire. Ce faisant, de toutes les nations, elle est la plus identifiable et transposable à notre réalité. Grandement inspiré par les situations instables de la Chine au fur et à mesure de son histoire, le continent peut se permettre d'être le théâtre de la plupart des épisodes. L'affinité avec la Terre est, bien sûr présente, mais relativement rare comparée à ses nations voisines. Ce qui est expliqué dans la série comme étant dû à la guerre qui a privé beaucoup des villes de ses maîtres de la Terre. Contrairement à la nation de l'eau, l'attachement à l'élément est dispensable, et contrairement à la nation du feu, l'élément n'est pas utilisé pour affirmer une quelconque autorité. La maîtrise de la terre est institutionnalisée ou utilisée pour le divertissement, mais elle n'est en rien une norme auprès des gens du commun. Les maîtres de la terre sont cependant perçus comme des protecteurs de la nation, et sont de par le fait respectés et estimés. Quant à la maîtrise en elle-même, elle est décrite comme une position attentiste et à la riposte rapide et affirmée. La position attentiste favorisant l'écoute et la riposte, la résolution. The key to earthbending is your stance. You've got to be steady and strong. L'art martial utilisé est le Hong Xia, privilégiant la stabilité, l'équilibre et les frappes fortes. Fire is the element of power. The people of the Fire Nation have desire and will, and the energy and drive to achieve what they want. Rattaché à l'élément du feu, il est le lieu d'arrivée et la nation antagoniste aux trois autres. Son isolation et ses catastrophes climatiques semblent être inspirées de l'Islande. Cependant, la sonorité des noms, le fait d'être un archipel et le sens exacerbé de l'honneur comme critère indispensable pour juger un individu, et enfin son agressivité militaire, n'est pas sans évoquer le Japon du XXe siècle qui occupa la Chine. Contrairement à la nation de l'eau, ici le rapport avec l'élément et les habitants est ancré dans la crainte et la domination. Les habitants sont soumis à l'élément, au volcan, perçu comme destructeur et indomptable, même l'avatar pouvant en être victime. Ainsi donc, les statuts sociaux se définissent par rapport à la maîtrise de l'élément. Cette mentalité n'a pas toujours existé, comme en témoigne le peuple des guerriers du soleil, inspiré des civilisations précolombiennes, qui semblent être des autochtones détenant le véritable secret de la flamme. Mais cette mentalité de domination contemporaine de l'élément a entraîné l'émergence de l'industrie au sein de la nation, la rendant plus avancée technologiquement que ses pays voisins, et contribuant, encore une fois, à la perception du feu comme un élément de puissance sur les autres. Quant au régime politique, elle prend la forme d'une monarchie absolue qui, contrairement au royaume de la Terre, est à prendre dans un sens divin. I can see your whole history in your eyes. You were born with nothing, so you've had to struggle and connive and claw your way to power. But true power, the divine right to rule, is something you're born with. Le Fire Lord, seigneur du feu, de par sa maîtrise de l'élément est perçu comme un dieu. Cette quête du prestige,
de l'honneur et des prouesses est sûrement ce qui a poussé à la chasse aux dragons, considérés comme les maîtres originaux du feu. Le seigneur du feu est d'ailleurs représenté en hauteur pour commander le respect derrière une barrière de flammes marquant une frontière avec le commun des mortels, mais également aussi pour appuyer le fait qu'il ne se contente pas de maîtriser le feu, il l'incarne. Tout ça permet de faire du Seigneur du Feu l'antagoniste ultime incarnant domination et destruction, chose qui est rattachée à l'élément du feu, bien que ce soit une représentation biaisée et teintée par l'ambition des seigneurs Ozai et ses ancêtres Sozin et Azulon. Pour la maîtrise du feu, il est inspiré de l'art martial des Shaolin du Nord, privilégiant de grands mouvements rapides, agressifs et souvent acrobatiques. Air is the element of freedom. The air nomads detached themselves from worldly concerns and found peace and freedom. La nation de l'air, peuplée à l'époque de nomades, se retrouvait présente au sein des 4 temples du monde d'Avatar, au sud, à l'est, au nord et à l'ouest. L'esthétique de cette ethnie semble empruntée à celle des prêtres hindous et des moines tibétains. Cette imagerie est d'ailleurs appuyée par la topographie montagneuse et le climat froid digne de l'Himalaya. Leur culture, quant à elle, se fonde sur des valeurs prônées par des religions telles que l'hindouisme et le bouddhisme. Ces nomades étaient aussi pacifiques et vivaient à l'écart des autres civilisations. Respectant toute forme de vie, ils avaient en toute vraisemblance un régime végétarien. D'ailleurs, la plupart sont couplés à un bison volant, animal fictif rattaché au vent. Leur quête était avant tout spirituelle, et en cela la totalité de leur population était des maîtres de l'air. À l'instar des tribus de l'eau, les nomades possèdent un fort rapport à leur élément, mais qui ici ne se définit pas par l'adaptation ou l'utilité pratique, mais par une philosophie de vie. Être détaché et libre. Le Pakwajang, ou paume des 8 trigrammes, est l'art martial utilisé pour la maîtrise du vent. L'attachement à l'élément y est assez transparent car il privilégie les mouvements circulaires et de rotation. C'est cette civilisation qui fut le berceau de notre protagoniste Aang, enfant de 12 ans précipité dans son rôle d'avatar trop tôt avec une guerre imminente. Dans un espoir de se débarrasser de l'avatar, Sozin, le seigneur du feu de l'époque, déclencha la Grande Guerre et extermina la population des nomades de l'air.